UGIC CGT, le podcast, Clément Olivier. Si le spectre du déclassement et de la perte de droits collectifs plane, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, sur les métiers de la métallurgie, ces risques et ces tendances ne se limitent pas à ce secteur. Dans une société plus diplômée que jamais, la perte de la reconnaissance des qualifications, et donc de la rémunération et du sens qui les accompagne, menace des centaines de milliers de travailleurs à travers le pays par l'individualisation de leur place dans le travail. Et ce, y compris dans des secteurs largement non lucratifs et dans le service public. Alors, quel parallèle avec cette nouvelle convention collective nationale de la métallurgie? Quels horizons? Quelles luttes? Vous écoutez le podcast de l'UGIC CGT, La machine à déclasser, épisode 3, la tache d'huile. Dans ce troisième et dernier épisode de cette série, nous sommes toujours en compagnie de Caroline Blanchot. Bonjour. Bonjour. Secrétaire générale de l'UGIC CGT. On accueille en studio Christine Sovrano. Bonjour. Bonjour. De la CGT Santé Action Sociale. On parle donc des métiers de l'accompagnement des personnes vulnérables. Et vous, Jocelyn Portalier, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de l'UFCM CGT, c'est-à-dire l'organisation des cadres et agents de maîtrise de la CGT Cheminot, donc le rail, qui a subi quelques transformations ces dernières années, comme on le sait. Merci en tout cas à vous trois d'être des nôtres aujourd'hui. Nous voilà donc, amis auditeurs, avec un plateau autour duquel il n'y a plus aucun métallo, puisqu'on va ouvrir notre sujet. Caroline Blanchot, ce qu'on observe dans la métallurgie et dont on a parlé dans les deux épisodes précédents, ce sont des risques qui, selon vous, peuvent concerner tous les secteurs et tous les métiers ? Oui, peut-être pour faire le lien avec les deux émissions précédentes, la fusion des branches entre 2015, on en avait encore 700, aujourd'hui on est à peine à plus de 200, ça a été l'occasion de remettre... Ça c'est en général. Ça, c'est en général au niveau interprofessionnel. Ça a été l'occasion d'une remise à plat des grilles de classification qui étaient assises sur le référentiel de l'éducation nationale. Cette remise en cause, on l'avait dit, on l'avait écrit dans nos derniers documents de congrès et même ceux d'avant, que ça aurait des conséquences, que ça allait gangréner le secteur public et les entreprises à statut. Donc c'est un peu l'objet de ce podcast et on sait, et on l'a bien décrit, que ça concerne particulièrement les ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise parce qu'ils sont plus qualifiés, ils ont des diplômes du supérieur et c'est un détournement de la part qui revient normalement au salaire vers l'actionnariat ou là en l'occurrence vers le financement de l'austérité salariale. Et donc cette stratégie du patronat, c'est pas une stratégie qu'on va voir sur un secteur, mais c'est une stratégie convergente au niveau interprofessionnel. Mais vous n'êtes pas très sensible à ce choc de simplification alors, Caroline Blanchot? Pas s'il se traduit avec des reculs sociaux majeurs et d'une rapidité violente. Pas là, comme ça quoi. Ouais. Et ça doit interroger. Est-ce qu'on décide de former nos jeunes, notamment dans les diplômes du supérieur? On sait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de personnel formé dans le diplôme du supérieur, mais on les reconnaît de moins en moins. On va les reconnaître de moins en moins dès l'entrée dans l'entreprise, mais on les reconnaîtra aussi de moins en moins dans le parcours de l'intégralité de la carrière. Et par ailleurs, on est arrivé récemment sur plus de femmes diplômées que les hommes. C'est historique, alors qu'on est... Et c'est plutôt un bon signe sur la société, et c'est plutôt un bon signe sur la société, sauf qu'on choisit ce moment-là pour dire non, on ne reconnaît plus les diplômes. Donc c'est aussi un enjeu de biais sexiste qui impacte l'ensemble des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise, hommes comme femmes d'ailleurs. On va donc élargir ce sujet avec deux secteurs. Christine Sovrano, avant d'entrer plus en détail dans ce qui vous arrive, on va peut-être le décrire, votre secteur santé action sociale. En fait, ce sont tous les différents accompagnements des personnes vulnérables et la santé de ces personnes. Donc par exemple, la protection de l'enfance, le médico-social, les établissements pour personnes en situation de handicap, etc. Oui, alors du coup, la Fédé Santé Action Sociale, c'est effectivement, ça regroupe la santé publique avec les hôpitaux, mais là aussi la santé privée avec les cliniques et tout ce qui est métier de l'accompagnement. Alors moi, je dépends de l'Union fédérale de l'action sociale et l'Union fédérale de l'action sociale, on est vraiment positionné sur l'accompagnement des publics vulnérables avec plusieurs secteurs en fait d'activité, ce qu'on appelle le médico-social, c'est-à-dire l'accueil et l'hébergement des personnes handicapées, de l'enfance à la naissance d'ailleurs. Donc ça concerne les personnes handicapées mais aussi les personnes âgées. Le secteur de la protection de l'enfance, donc tout ce qui est enfance en danger.
avec des lieux d'accueil, mais aussi des mesures particulières pour justement prévenir du danger dans les familles. Et puis tout ce qui est grande exclusion, précarité. Et donc là, c'est plus lié aux personnes qui sont exclues du monde du travail de façon durable et qui peuvent avoir développé des pathologies particulières en lien avec cette exclusion du marché du travail, en fait. Voilà. Et donc vos adhérents, adhérentes, ils et elles travaillent dans des structures qui sont extrêmement diverses. Tout à fait. Par exemple, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, c'est du coup qui accueillent des personnes en grande précarité, qui peuvent être sans domicile fixe, par exemple, avec des métiers très diversifiés comme les éducateurs spécialisés ou les assistants de service social ou les éducateurs techniques spécialisés, des conseillers en économie sociale et familiale. Voilà, on a une palette, une diversité en fait des métiers du social. Il y a 13 diplômes d'État en fait dans le cadre des métiers de l'accompagnement et des diplômes d'État. Jocelyn Portalier, quand on parle du rail, on voit évidemment un peu mieux de quoi il s'agit. Les gens, je pense, se souviennent bien notamment de la réforme de 2018 qui ouvrait le transport de passagers à la concurrence. Cette réforme, elle mettait fin également au recrutement au statut de cheminot. Mais en fait, ces réformes de libéralisation, elles remontent à bien avant et en fait depuis les années 2000 sous l'impulsion de l'Union européenne, Jocelyn Portalier. Oui, c'est même des décisions... dès 92, mais mise en œuvre à partir des années 2000 avec, dans un premier temps, l'entrée et la libéralisation du transport de marchandises dès 2003, et puis est arrivée la volonté publique, politique, européenne, de libéraliser la partie voyageurs aussi, avec un certain nombre de conséquences. Mais cette libéralisation, on l'a vu aussi par le développement de la sous-traitance au niveau de la maintenance, par toutes des biais qui amènent petit à petit à déstructurer l'entreprise historique en position de monopole public au service de la nation, à une multiplication de mini-entreprises qui la déstructurent complètement. La segmentation, oui, de la SNCF, parlez-nous-en. C'est-à-dire que c'est une segmentation où, comme on crée des micro-entreprises pour répondre à des marchés très précis, très fermés, on en arrive à déstructurer l'ensemble des métiers. C'est-à-dire que historiquement, la SNCF était organisée par grands métiers, par filières. Donc on avait la maintenance de l'infrastructure, du rail par exemple. On avait les conducteurs de train, un autre métier, la circulation, un autre métier. La maintenance du matériel roulant et des trains, proprement dit, un autre métier. Des métiers plus transverses pour s'occuper un petit peu de cheminots en lien avec leur spécificité professionnelle. À partir du moment où on redécoupe le ferroviaire en marché, donc on a besoin d'incorporer plus de polyvalence et de regrouper un certain nombre de métiers. Donc qui dit polyvalence dit moins de technicité et donc plus de souplesse de la part des salariés pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Christine Sovrano, revenons à votre secteur. On l'a dit, on a beaucoup de privés non lucratifs dans votre secteur. C'est-à-dire, on a des associations, des fondations. Ça va être par exemple aussi... alors l'hôpital public on voit bien, mais il y a aussi des hôpitaux privés à but non lucratif, souvent issus des œuvres de charité confessionnelle. Donc tout ça c'est une constellation de structures diverses et on se dit qu'il n'y a pas forcément là-dedans un esprit mercantile derrière. On se dit que ça ne va avoir rien à voir avec les grandes entreprises de la métallurgie et pourtant vous partagez ces craintes des métallos, Christine Sovrano. Alors oui, alors pour reprendre un petit peu, d'abord effectivement, vous avez cité la question des hôpitaux privés non lucratifs par exemple, ou des associations, puisque effectivement ce sont majoritairement des associations ou des fondations qui portent tout ce qui est accompagnement des personnes vulnérables. C'est des financements publics, donc soit l'État, soit les collectivités territoriales, donc le département pour ce qui nous concerne. Et effectivement, dans ce cadre-là, en tout cas, tous les salariés pensaient qu'effectivement, ce n'était pas le but. Le sens du travail était extrêmement fort, puisque c'est un choix aussi des professionnels, c'est-à-dire c'est pas neutre, c'est pas n'importe qui choisit un métier du social. C'est aussi parce que
il peut y avoir des valeurs portées dans la famille, etc., qui font que les professionnels ont choisi ce métier avec derrière un sens très affirmé, une volonté d'être dans la relation à l'autre, dans le soutien, l'aide, l'accompagnement, enfin bon voilà. Et donc c'est ce que pensait effectivement l'ensemble des professionnels. Et on se rend compte aujourd'hui, alors il y a 2 conventions peut-être de référence, je vais quand même préciser parce que c'est important. Oui, absolument, c'est la 51 et la 70 qui portent les noms, en fait, enfin, les numéros des années de signature. Exactement. Ouais. C'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont sous ces conventions. Plus de 700 000 personnes. Alors après, c'est évidemment des petits établissements, ça peut être des petits établissements, sachant que en fait, aujourd'hui, il y a un projet employeur porté par les employeurs. Donc l'employeur de la 51 s'appelle la FEAP et l'employeur de l'organisation patronale de la 66 s'appelle Nexem. Ils se sont regroupés. Aujourd'hui, il s'appelle Access, donc c'est le regroupement de ces 2 organisations patronales. Et il y a un projet sur la table. Alors, à l'initiative des pouvoirs publics, puisque ces associations sont financées par l'État ou le département. Voilà, c'est ça qui est intéressant, à l'initiative des pouvoirs publics qui cherchent à contraindre un petit peu la dépense publique, paraît-il, en ce moment. Du coup, effectivement, le but, c'est de faire une convention collective nationale unique étendue et effectivement, qui ne serait plus assise sur les diplômes et la progression à l'ancienneté, comme les conventions collectives de référence, la 51 et la 66, elles ont été construites comme ça, mais qui serait assise sur les compétences attendues dans l'emploi. Alors, si les classifications, c'est bien une catégorisation des emplois, ça n'empêche, on peut les asseoir effectivement sur des métiers, des diplômes et la progression à l'ancienneté. Or, la proposition actuelle, c'est plutôt d'amener des critères, ce qu'on appelle des critères classants ou des critères subjectifs liés à l'emploi. Alors, l'emploi est toujours incarné, il y a une personne dans l'emploi, donc voilà. Et les critères objectifs que sont diplôme et progression à l'ancienneté ne feraient partie que de l'ensemble des critères, avec ces critères classants. Alors qui sont assis sur une variation de critères assis sur technicité et autonomie dans le travail. Alors oui, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que en fonction d'une certaine technicité ou en fonction d'un degré d'autonomie, je serai plus ou moins payé sur mon poste de travail. Alors, à savoir qu'on parle d'accompagnement, c'est-à-dire de métiers basés sur la relation à l'autre, et que l'accompagnement, ça part, c'est vraiment la base. La base, c'est la relation à l'autre, c'est instaurer une relation. Et ensuite, c'est le cœur du métier. Voilà, c'est le cœur du métier. Et ensuite, la personne, elle va pouvoir s'émanciper, etc. En fait, là, on voit bien que en tout cas, c'est pas ce qui est attendu. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ça pose la question à travail de valeur égale, salaire égal, point d'interrogation, parce que ça pose quand même cette question-là. Et surtout, ça veut dire qu'on sera sur des rémunérations qui seraient presque du gré à gré, renforçant la subordination, le lien de subordination entre le salarié et l'employeur. Jocelyn Portalier, de votre côté, ces réformes successives du rail, en fait, elles vous ont contraint à vous asseoir à la table des négociations parce qu'il y avait besoin d'un nouveau cadre, parce qu'il y a des nouveaux acteurs dans le secteur, et notamment, il faut rappeler qu'on ne recrute plus au statut de cheminot. Donc tout ça, ça crée un besoin de convention. Racontez-nous comment ça s'est passé. Oui, à partir du moment où il y a des nouveaux cheminots de droit privé, il faut qu'ils aient un cadre social le plus haut possible. Et l'objectif de la CGT, c'est qu'il soit le plus proche possible du cadre social statutaire. Oui, la réforme est passée, mais vous luttez quand même pour limiter ses effets, quoi. Ouais. Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a encore 75 au niveau de la branche, on a 75% de cheminots qui sont au statut et qui gardent une partie de leurs droits, etc., etc. Et donc, on n'a surtout pas intérêt à les opposer aux cheminots qui sont dits contractuels, qui sont de droit privé. Et donc, l'objectif, et c'est comme ça qu'on aborde l'ensemble des négociations, c'est d'essayer d'amener le droit donc inexistant pour eux, ou très peu existant hormis le Code du travail, vers quelque chose de proche des autres cheminots statutaires. Mais forcément, le patronat a, lui, un autre objectif, qui est celui d'utiliser la convention collective pour déconstruire le droit statutaire et petit à petit, même s'il reste des cheminots statutaires, il va chercher à vider de son contenu le statut.
Et là, le patronat, c'est essentiellement la SNCF. Hein. Et le patronat, donc une entreprise publique. Le patronat, dont le but, a priori, ne devrait pas être de faire des profits faramineux. Ouais. Oui, alors c'est ce qu'on dit, c'est 95% de l'employeur, quoi. Parmi les employeurs, la SNCF pèse 95% des salariés du ferroviaire. Donc oui, ils pèsent énormément. Et après, les autres entreprises ferroviaires de droit privé, elles appartiennent tous à des fonds publics. Aujourd'hui, il y a quasiment très peu d'investissements réellement privés. Néanmoins, la logique... Ah oui, c'est pas comme en Angleterre, style Virgin Rail, ces choses-là. Non, ouais. Par contre, on a la SNCF qui est passée d'un établissement public à une société anonyme, où maintenant, elle a un actionnaire qui s'appelle l'État, et qui change aussi la philosophie. C'est-à-dire qu'on n'est plus l'outil de la nation pour créer un service public, pour que les politiques puissent créer une véritable politique des transports en France. On est une société avec un actionnaire, et l'actionnaire, il veut du bénéfice, et il ne veut pas nécessairement développer le transport. Et alors pour revenir à cette négociation, il se trouve que le volet classification, il a été négocié en pleine pandémie, Jocelyn Portalier. Oui, alors autant l'aspect aménagement du temps de travail, on a réussi à créer un rapport des forces pour essayer de garder un maximum de droits au moins à la SNCF. Autant l'aspect classification, quand on l'a abordé, il s'est passé en pleine pandémie. Donc avec nos difficultés syndicales pour fonctionner, avec des urgences aussi à gérer, et donc un contact aussi avec les cheminots beaucoup plus compliqué. Néanmoins, le patronat n'a pas du tout freiné les négociations et au contraire les a accélérées, soutenu par le gouvernement qui, en cas d'absence de négociation de la convention collective, nous menaçait d'un décret, et un décret qui était écrit par la main du patronat. Donc on a négocié dans ce contexte sous le rapport de force du patronat et non pas sous le rapport de force des salariés et sans les tenir informés. Et donc des négociations qui n'étaient pas placées sous leur contrôle. In fine, ça donne quoi là dans... Eh bien, in fine, ça donne un accord à des pâquerettes avec la polyvalence en place, avec on passe d'une logique de métier à une logique d'assemblage de tâches au gré du patron. Et en plus, une absence de reconnaissance des diplômes, une absence de grille avec des seuils minimums, parce que l'objectif, c'est de négocier tout au gré à gré, en fonction du marché de l'emploi et des problèmes locaux, et donc une individualisation à la fois de la rémunération, mais aussi des déroulements de carrière, etc., etc. Et in fine, ça se termine aussi par énormément de démissions dans l'entreprise publique aussi, et des difficultés de fonctionnement. Le manque de mécaniciens, mais aussi le manque d'aiguilleurs, le manque d'ingénieurs, etc., etc. Caroline Blanchot, le point commun là, de toutes ces observations, c'est qu'on finit par avoir chaque individu qui doit négocier son propre salaire tout seul, quoi, finalement. Le point commun, quand Christine évoque l'usine à gaz ou quand Jocelyn évoque l'absence de référence et de cadre métier, c'est clairement que le patronat, il veut faire ce qu'il a envie. C'est-à-dire, il veut pouvoir embaucher un cadre avec une personne non diplômée, et il veut pouvoir embaucher un ouvrier avec des personnes diplômées. Et il veut pouvoir le faire, y compris dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que un même métier demain avec ces critères classants-là. Alors c'est des critères classants, mais c'est des critères classants pas comme on les a connus il y a quelques années. C'est des critères classants qui valorisent à l'intérieur de ces critères des critères complètement subjectifs à la main du patronat, décidés unilatéralement par l'employeur et qui peuvent évoluer dans le temps. Et donc c'est quand même ça l'innovation qui est très dangereuse pour le salariat de manière générale. Et donc on organise finalement un propre dumping social à l'intérieur d'une branche comme le ferroviaire avec des fonds publics, comme Jocelyn l'a très bien décrit, où on organise un propre dumping social à travers le social, l'accompagnement aux personnes en difficulté, auprès de personnes qui, justement, ont une vocation et une volonté de bien faire au départ, et qu'on va enfermer sur des déroulements de carrière inexistants, qu'on va enfermer sur des salaires bas, parce que à forte dominante féminine, et on sait aujourd'hui qu'en France, les métiers à forte dominante féminine sont moins bien reconnus que les métiers à forte dominante masculine. Mais ce qui est très grave pour demain, c'est que ça, ce que je raconte là, était déjà là dans les décennies précédentes. Ce qu'on parle demain, avec ce qu'elle est en train de nous décrire Christine et Jocelyn, c'est non seulement la continuité
cette différence entre métiers à forte dominante féminine et métiers à forte dominante masculine sur le salaire, mais c'est également dans le déroulement de carrière. C'est-à-dire qu'on va connaître des déroulements de carrière inexistants, voire qui reculent sur une même génération alors qu'on ne l'a jamais connu précédemment. Et ça, c'est juste pas possible. Et c'est pour ça qu'il faut créer les conditions pour que les salariés déjà prennent connaissance de ce qui est en train de se passer, mais c'est d'autant plus compliqué quand on le fait en pleine période de Covid. Là, on parle de quelque chose qui s'est passé grosso modo entre 2019 et aujourd'hui. On a la période Covid, on a les difficultés aussi liées à la fusion des IRP et à la perte de moyens violente. Les IRP, pardon, les instances représentatives du personnel pour déplier les acronymes. Tout à fait, pardon. Et la perte de moyens significative des organisations syndicales. Christine Sovrano, je voudrais vous entendre justement sur ces questions de métiers féminisés dans vos secteurs santé et action sociale. Alors, dans nos conventions collectives, et je crois que c'est encore renforcé dans la branche d'aide à domicile, c'est plus de 80%, effectivement, des emplois sont occupés par des femmes. Plus de 80%. Plus de 80%, donc c'est essentiellement féminin. Les métiers de l'accompagnement, c'est essentiellement féminin. Sont essentiellement féminins, pardon. Et effectivement, la question des salaires se pose. Mais je dirais que c'est pas la seule question des salaires. On a parlé polyvalence. Je trouve que ça, c'est extrêmement important. Nous, nos métiers, donc basé sur la relation, etc., on a besoin de travailler en équipe. Si on est dans une rémunération de gré à gré et que dans le cadre de l'accompagnement à travail de valeur égale, salaire égal, on n'y est plus du tout. On peut se poser la question du travail en équipe qui est essentiel parce que c'est le travail en équipe qui vient faire tiers dans la relation. Le collègue a réussi à obtenir une augmentation que moi j'ai pas réussi à obtenir, ça va casser des liens, c'est ça? Ça risque en tout cas d'emmener de provoquer de la conflictualité et de jouer sur le travail en équipe et justement qui est essentiel dans le travail social et dans nos conventions collectives. Mais est-ce que c'est pas aussi une inversion de cette logique du collectif de travail à l'image de la T2A dans l'hôpital, c'est-à-dire la tarification à l'acte, plutôt que sur un budget qui corresponde aux besoins? Alors, je voulais venir là-dessus parce que je pense que les conventions collectives, elles s'adaptent aussi aux dispositifs ou aux politiques publiques qui se mettent en place. Donc, comme dispositif, je citerai juste le dispositif actuel qui est valorisé par les pouvoirs publics et qui a été annoncé dans le cadre aussi de la conférence salariale de 2022. La conférence des métiers, de 2022, c'est ce qu'on appelle la société inclusive. Alors, la société inclusive, c'est quoi? C'est le fait que les personnes vulnérables peuvent rester à domicile ou être envoyées à domicile ou maintenues à domicile et du coup, les professionnels du travail social viendront à domicile, où ils peuvent être maintenus dans tous les lieux de socialisation, ce qu'on appelle le milieu ordinaire. Alors, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'établissements pour accueillir des jeunes handicapés, par exemple, plus besoin d'instituts médico-éducatifs, donc des IME, on n'a plus besoin en fait de structures adaptées pour accueillir les personnes vulnérables, puisqu'elles sont censées évoluer dans le milieu ordinaire comme tout un chacun. Bon, à cela, rien à dire, c'est effectivement chacun a une place dans la société, tout le monde est d'accord avec ça, sauf que dans la réalité, on voit bien, c'est pas si simple. En fait, la place, il faut se la construire. On voit bien que pour tout un chacun, c'est quand même assez compliqué d'avoir une place dans la société et que aujourd'hui, les individus portent la responsabilité des conditions de vie dans lesquelles ils se trouvent. Donc, pour les personnes handicapées ou personnes âgées ou enfants handicapés, ça va être exactement la même chose. Et on voit bien aujourd'hui que pour, du coup, financer ce retour à domicile ou pour financer les prestations qui vont être offertes à ces personnes, il va falloir en fait qu'on regarde les actes qui sont proposés. On va optimiser justement le parcours de la personne, on va tarifer des actes, ce qu'on appelle aujourd'hui Séraphin PH, c'est la T2A, la tarification à l'acte à l'hôpital, qui ne fonctionne pas à l'hôpital et qui fonctionnera pas plus, mais en fait c'est les actes visibles du travail qui est fait par les professionnels. Sauf que si par exemple je tarifie l'acte du repas ou de la toilette. Si la personne accepte d'aller, en tout cas qu'un professionnel l'aide dans sa toilette, c'est sans doute parce qu'il y a une relation de confiance qui a été instaurée, qu'il y a eu peut-être que cette relation de confiance préside au fait que la personne accepte justement d'être accompagnée dans le cadre de cette toilette qui est l'acte visible. Et ça,
de toute façon, ça ne donne pas lieu à tarification. Donc, effectivement, le secteur va être financé sur des actes. On n'aura plus besoin que des tâcherons qui seront payés à l'acte. Et le glissement, il sera là. C'est-à-dire que les technocrates aujourd'hui ne voient absolument pas ce que ça veut dire métier de la relation, basé sur la relation, et pourquoi il y a besoin de baser sur la relation, et pourquoi il y a besoin effectivement dans l'accompagnement d'être hyper vigilant. Voilà. Or, ça, ce n'est plus visible dans le cadre de ce dispositif-là. Et ce serait dans cette logique-là que ça vous inquiète de voir par exemple des gens dans le cadre de la loi plein emploi qui doivent pour toucher leur RSA faire des heures de travail et que on les mette à la place de professionnels de votre secteur par exemple? C'est effectivement un risque qui a été relevé, sachant que je porte un mandat justement au Conseil national de lutte contre les exclusions. Le risque qui est relevé, c'est comme la loi plein emploi oblige à 15 heures d'activité sous peine de sanction, suspension du RSA par exemple, ou des prestations chômage, le risque c'est qu'effectivement dans notre secteur, il y a plus de 50 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Il y a aussi des démissions, il y a des gens qui s'en vont, comme ce que disait Jocelyn, c'est exactement la même chose, où le sens du travail a été perdu, donc il y a une fuite en fait des personnels. Le risque, c'est de positionner dans ces emplois non pourvus, effectivement, des personnes qui, pour le coup, n'ont pas d'emploi, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes elles-mêmes vulnérables. Or, dans les métiers du social, on tient vraiment, vraiment à ça. C'est hyper important. Quelqu'un de vulnérable ne peut pas accompagner quelqu'un d'autre qui est vulnérable. Pourquoi ? Parce que ça va détruire les deux personnes. C'est risqué, quoi. C'est risqué, ça va détruire et la personne qui accompagne et la personne accompagnée. Et le risque, ça serait effectivement, il est là le risque. D'ailleurs, les pouvoirs publics parlent de stock. Il y a un stock, et le stock, on va le positionner. Alors, il n'y a pas que évidemment les métiers du social. Il y a d'autres secteurs d'activité où il y a des emplois non pourvus. Mais le risque, effectivement, il est extrêmement important dans notre secteur d'activité. Jocelyn Portalier, dans ce contexte on voit quand même une certaine conflictualité, comment vous voyez la suite du côté des salariés ? Alors, les salariés, globalement, petit à petit, ils prennent conscience quand même. Ce que je disais, c'est qu'on a une nouvelle population qui est intégrée dans des collectifs de travail qui, eux, sont très structurés. Et pour eux, ils n'ont qu'un repère. Et donc, ce manque de repères les perturbe énormément. Et donc l'enjeu pour nous, c'est de bien les inclure dans nos démarches revendicatives et qu'on ait l'ensemble des droits pour eux compris, à la fois pour défendre les cheminots statutaires, mais aussi pour eux leur apporter un certain nombre de droits. Alors on s'aperçoit que quand même entre eux ils discutent. Donc c'est-à-dire que la politique d'individualisation du patronat, elle ne marche pas nécessairement. On s'aperçoit aussi que le discours de dire on vous paiera au mérite, ça a ses limites. Par exemple, un aiguilleur, lui, son rôle, c'est de faire circuler les trains en sécurité. C'est pas de faire du zèle pour qu'il y ait plus de trains qui passent au risque d'avoir un accident. Donc, il doit rester dans les clous et faire que les clous, faire son travail et bien son travail et pas plus. Et donc ça, c'est des choses qui leur parlent et qui interviennent. Et l'aiguilleur, son mérite, c'est que tout se passe bien. C'est-à-dire, c'est pas quantifiable. C'est quantifiable uniquement si ça se passe mal, quoi. C'est-à-dire que lui, il n'a pas de mérite. Oui. Il a une réglementation. Il doit veiller à ce qu'elle soit bien appliquée. Y compris en résistant aux pressions de certains qui disent « Bah oui, mais mon train, faut qu'il passe. » Parce que y a des usagers dedans, ou il y a des voyageurs, ou il y a des clients dedans. Un gros client fret, mon train, il faut qu'il passe à tout prix, il est prioritaire, etc. L'aiguilleur, il doit dire non, il peut pas passer parce qu'il n'est pas en sécurité. Il faut qu'il stoppe. Et ça, c'est vrai dans l'ensemble des métiers, et que ce soit pour la maintenance de la voie, la maintenance du matériel roulant, le conducteur de train, etc., etc. Et après, on sent que, oui, alors, il y a une conflictualité qui peut naître de cette négociation gré à gré, où forcément, il y en a qui cherchent peut-être à tirer la couverture à d'autres, etc. Et cette conflictualité, elle est aussi un problème pour les encadrants. C'est-à-dire, quand tu es encadrant d'un collectif de travail, où justement, tu n'as plus de règles collectives pour
apporter une rémunération transparente et claire pour tout le monde, derrière, tu génères tout un tas de systèmes pour essayer d'équilibrer, pour essayer de donner un peu plus à l'un, un peu plus à l'autre, etc. Et c'est aussi un casse-tête pour les encadrants, justement, voilà. Et ça aussi, notre partie, on va dire, UGICT, où on s'occupe des salariés et des encadrants, a aussi un rôle important à jouer dedans. Et si on établit des règles, c'est pas pour se compliquer la vie. Au contraire, c'est pour avoir, on va dire, un management le plus simple possible et le plus juste, et quitter l'arbitraire. Et dans les IRP, dans les instances représentatives du personnel, vous y croyez à ça ? Alors, dans les IRP, nos camarades, ils disent aux directeurs ce qu'ils savent en vrai. Donc, c'est-à-dire que le problème de démission et de difficulté de recrutement, les employeurs le savent. Ce que les employeurs ne veulent pas, c'est remettre des règles statutaires. Pour autant, ils cherchent à trouver d'autres paliers, voilà, et ils vont toujours un peu plus loin dans la déréglementation, et donc ils inventent des primes, ils inventent des choses, ils font des promesses, mais qui au final, dans le temps, ne tiennent pas. Donc, les IRP... même si c'est important parce que ça nous permet d'avoir de l'information, ça nous permet d'être l'écho, mais l'enjeu, c'est vraiment la prise de conscience du salariat que, en fait, cette classification, c'est pas du tout un sujet technique, c'est leur quotidien, c'est le contenu de leur métier. Caroline Blanchot, un mot de conclusion. Oui, en conclusion, il y a ce qu'on peut faire à court terme et puis ce qu'on souhaite comme changement de société. À minima, il faut s'opposer à cette opposition orchestrée par le patronat entre qualif et compétences. Ça n'a pas de sens et ça, c'est très violent pour les salariés. Il faut obtenir des clapets anti-retour qui permettent de faire en sorte que les déroulements de carrière ne stagnent pas, ou pire, qu'ils ne reculent pas, et permettent une mise en place d'une sécurité sociale professionnelle, finalement, qui permet d'avoir un déroulement de carrière qui progresse dans l'ensemble de la carrière. Pour rappel, à la CGT, on dit qu'on doit à minima doubler son salaire entre le début et la fin de carrière. Il faut revenir à une reconnaissance systématique des diplômes et des qualifications obtenus dans le cursus initial, mais aussi en cours de carrière. Il faut transposer la directive européenne sur la transparence salariale, parce que par rapport aux différents éléments qui ont été évoqués, c'est aussi de nature à mettre en avant les différences entre salariés sur les salaires, et c'est une vraie question. Mais plus largement, au niveau sociétal, il faut remettre en cause en profondeur ce système capitaliste ultra-économique, avec ce prisme financier court-termiste qui nous emmène clairement droit dans le mur, incapable de penser la transition écologique, incapable de respecter les femmes et les hommes de ce pays qui produisent des richesses. Ça suppose de réinventer notamment des indicateurs, comme il faut revenir sur l'indicateur de PIB, c'est-à-dire un indicateur avec ce prisme exclusivement financier. Il faut arrêter avec ces idées de productivité, et y compris des idées de productivité et de court-termisme financier dans des secteurs comme la santé, le médical ou le ferroviaire, alors qu'il y a des enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui embarquent la nation. Et il faut réinterroger les systèmes de production plus largement et la consommation. Donc l'enjeu, c'est bien de débattre de l'ensemble de ces propositions avec l'ensemble des salariés. Et je pense qu'on a un lieu pour ça, c'est le syndicat, où c'est en faisant venir l'ensemble des salariés, j'allais dire des cheminots, mais c'est des salariés pour qu'ils discutent un peu de leur métier, parce que leur métier leur appartient. Le contenu, et du coup la rémunération et les qualifications qui vont avec. Merci à vous trois, Caroline Blanchot, Christine Sovrano et Jocelyn Portalier, d'avoir pris le temps de cette émission. Amis auditeurs, merci d'avoir été avec nous jusque-là. C'est le moment de vous abonner gratuitement à ce podcast et de le diffuser autour de vous. Une émission de Clément Olivier produite par l'UGICT CGT avec en particulier la complicité d'Agathe Leberder. À la technique, c'était Stéphane Dujardin. À très bientôt. Salut.